Je m'appelle Padre Del Val et voici la réalité du Mexique. Il y a des histoires qui ne se racontent pas à voix haute. Ce sont des murmures, des chuchotements qui pourrissent dans l'oubli, dans l'humidité d'une terre que plus personne ne revendique. Des histoires qui saignent en silence. Qui vous griffe la conscience? Qui vous oblige à regarder dans l'abîme de ce que nous sommes capables d'ignorer? Aujourd'hui, nous n'allons pas raconter l'une de ces histoires. Aujourd'hui, nous allons la crier. Voici l'histoire des Lopez. Une famille mexicaine. Une lignée. Un secret gardé pendant plus d'un siècle au cœur vert et sombre de la jungle. 110 ans. 110 ans isolés du monde. Loin de la loi. Loin de Dieu. 110 ans à pratiquer l'inceste pour, selon eux, protéger le sang. Pour ne pas se mélanger à un monde qui les avait trahis. Un monde qui, au final, a fait comme s'il n'existait pas. Avant d'ouvrir cette porte, je vous demande quelque chose. Ce n'est pas pour la chaîne. Ce n'est pas pour les chiffres. C'est pour eux, pour les invisibles. Si vous avez déjà eu l'impression que le système vous avait tourné le dos, si vous avez déjà crié et que seul l'écho vous a répondu, abonnez-vous. Car aujourd'hui, votre abonnement n'est pas un simple clic, c'est un acte de mémoire. C'est un serment de ne pas oublier. Maintenant, respirez profondément. L'air que nous allons respirer est dense. Et il sent la tragédie. Commençons. Imaginez une carte du Mexique. Une carte officielle, comme celles qui sont accrochées dans les bureaux du gouvernement. Cherchez un point précis dans le sud profond. Vous ne le trouverez pas. Il n'y a pas de village, appelé Lopez. Il n'y a pas de route. Seulement une tache verte, immense, impénétrable. Une tache qui respire l'humidité, qui transpire l'oubli. C'est là, dans ce néant cartographique, où le temps se mesure en saisons pluvieuses, et non en heures, que vivaient les Lopez. Le premier étranger à découvrir leur réalité n'était pas un anthropologue, ni un journaliste à la recherche d'un scoop. C'était un médecin rural nommé Miguel Andrade. C'était en 1953. Miguel était jeune, trop jeune pour être cynique. Il apportait avec lui l'idéalisme de la ville et une boîte de médicaments presque vide. Son travail consistait à vacciner, soigner, enregistrer. Exister là où l'État n'existait que sur le papier. Les anciens du village le plus proche l'ont mis en garde. « Docteur, ne traversez pas la rivière Chacamax. Au-delà des arbres tombés, les gens sont différents. Ils vivent comme des animaux, lui dit un vieillard édenté en crachant dans la poussière. Personne n'entre, personne ne sort. Pour Miguel, cet avertissement n'était pas un obstacle. C'était une porte, une mission. Il chargea son sac à dos. Il fit un signe d'adieu et traversa la rivière. L'eau était tiède et trouble. De l'autre côté, la jungle l'engloutit. Le bruit du village disparut instantanément. Il fut remplacé par le bourdonnement de millions d'insectes. Le soleil se transforma en quelques rayons de lumière qui filtraient à travers un toit de feuilles. L'air devint lourd, épais. Jour 1. Il marcha en suivant un sentier presque effacé. Jour 2. Le sentier disparut. Il n'y avait plus que de la boue et des racines semblables à des serpents. Jour 3. Dans l'obscurité d'un faux lever de soleil, son pied glissa sur un rocher couvert de mousse. Le craquement de son tibia fut un son sec contre nature. Un coup de feu au milieu de la symphonie de la jungle. La douleur fut une lumière blanche et aveuglante. Il tomba, il cria, et seule la jungle lui répondit. 2 enfants. Ils n'avaient pas plus de 5 ou 6 ans. Ils étaient assis par terre, sans vêtements, pâles, les cheveux emmêlés et les yeux énormes. Des yeux qui ne fixaient rien, vides,
L'un d'eux se balançait d'avant en arrière, en silence, sans rythme. L'autre restait simplement immobile, une petite silhouette de saleté et d'os. Ils ne pleuraient pas. Leurs yeux enregistraient simplement un fait, un animal blessé sur leur territoire. Miguel essaya de parler. « À l'aide, s'il vous plaît. » L'enfant ne bougea pas. Il ne cligna pas des yeux. Il se contenta de l'observer pendant 1 minute, qui lui sembla durer 1 heure. Puis, sans faire de bruit, il fit demi-tour et la végétation l'engloutit. Miguel ressentit un froid qui n'était pas dû à la fièvre. C'était le froid de la solitude absolue, le froid d'être un étranger dans un monde qui ne voulait pas de lui. Il ferma les yeux, attendant la mort. Il ne mourut pas. Il ne se souvient pas comment, mais il se réveilla dans un endroit différent. On l'avait traîné. Il se trouvait dans une petite clairière, entouré de 3 huttes de palmes et de boue. Sa jambe était plâtrée, avec 2 branches droites et des lianes. Quelqu'un avait appliqué un cataplasme de boue et d'herbe qui sentait la terre humide et le pourri. La douleur s'était atténuée jusqu'à devenir un battement sourd. Et puis, les regards. Pas un seul, des dizaines. Ils sortaient de l'ombre des huttes, des hommes, des femmes, des enfants. Tous avec les mêmes cheveux noirs et raides, la même peau cuivrée et les mêmes yeux. Des yeux immobiles, observateurs, comme s'il était un spécimen rare, une anomalie dans leur univers clos. Personne ne lui a parlé. Personne ne s'est approché de lui. Il se contentait de l'observer. Miguel a passé 4 jours là-bas, ou 5. Il a perdu le compte. Il lui laissait un bol d'eau et un peu de manioc bouilli à quelques mètres. Comme un animal en cage. Les nuits étaient les pires. Il n'y avait pas de silence. Il y avait un murmure constant, une prière gutturale. Des mots qui n'étaient ni espagnols, ni aucune langue indigène qu'il connaissait. C'était le son d'une langue qui était née et morte dans cette petite clairière. Parfois, un cri, court, aigu, suivi d'un silence encore plus dense. Dans son délire fiévreux, Miguel voyait des visages qui se répétaient, le même nez large, les mêmes pommettes saillantes. C'étaient des variations d'un même moule, un écho génétique qui se répétait à l'infini. Au 4e ou 5e jour, une jeune femme s'approcha. Elle fut la première à briser le cercle de silence. Elle avait une cicatrice sur la joue et le regard vide. Elle s'agenouilla à ses côtés. Elle ne le regarda pas dans les yeux. Elle regarda sa jambe. « L'os guérira », dit-elle. Sa voix était un murmure rauque, comme si elle ne s'en servait pas souvent. « Merci », balbutia Miguel. « Qui êtes-vous » La femme ne répondit pas. Elle leva seulement les yeux vers la jungle qui les entourait. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-elle. Le monde extérieur apporte le poison. Elle se leva et s'en alla. Ce fut leur seule conversation. 2 jours plus tard, 2 hommes le soulevèrent sans dire un mot. Ils le transportèrent dans un hamac improvisé jusqu'à la rive du fleuve. Ils le laissèrent là. Puis ils disparurent. Miguel revint en boitant, en rampant. Il revint à la civilisation comme un fantôme. Il ne revint jamais. La peur l'en empêchait. Mais il écrivit tout dans un petit carnet aux couvertures usées. Des noms, des dessins de visages, la forme des huttes, les mots qu'il croyait avoir entendus. Ce carnet fut oublié dans les archives municipales. Une bombe à retardement faite de papier et d'encre, en attendant la prochaine personne assez courageuse, ou folle, pour essayer de comprendre. Cette personne fut Carmen. 30 ans plus tard. Dans les années 80, Carmen Mendoza n'était pas une héroïne. Elle était employée à l'état civil.
Une femme d'âge mûr, chaussée de chaussures confortables et dotée d'un optimisme à toute épreuve face à la bureaucratie. Son travail consistait à se rendre dans les communautés les plus reculées pour enregistrer les naissances, marier les gens, leur donner un papier prouvant leur existence aux yeux de l'État. Elle était une Sisyphe des formalités administratives. Un jour, alors qu'elle cherchait un vieux dossier, le carnet de Miguel tomba entre ses mains. Les pages craquèrent lorsqu'elle les ouvrit. Une odeur de poussière et de temps figé. Elle lut, et elle sentit un frisson la parcourir. Les noms, les dessins. La description d'un lieu qui ne figurait sur aucune carte. Elle sentit l'appel, le même que Miguel avait ressenti. La curiosité qui est plus forte que la peur. Elle convainquit 2 policiers ruraux de l'accompagner. Des hommes durs, habitués à la jungle. Le voyage fut le même, le camion, le chemin à pied, la rivière. La sensation d'être englouti par la végétation. Mais cette fois, l'accueil fut différent. Il n'y eut pas de silence. En approchant de la clairière, un homme grand et émacié vint à leur rencontre. Il tenait une machette rouillée. Il ne la leva pas. Il la laissa simplement pendre à ses côtés. Mais le message était clair. « Oh, il n'y a rien pour vous ici, » dit l'homme. Sa voix était grave, sans nuance. Carmen, le cœur battant à tout rompre, tenta son discours officiel. « Nous sommes du gouvernement. Nous venons vous aider. Enregistrer les enfants. » L'homme eut un rire sec, sans joie. « Gouvernement », répéta-t-il comme s'il s'agissait d'une insulte. Le gouvernement nous a pris nos terres. Il nous a tués. Il y a 100 ans. Ici, ce n'est pas le gouvernement qui commande. C'est nous qui commandons. Depuis les cabanes, d'autres yeux les observaient. Les mêmes regards vides que Miguel avait vus. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus. De l'hostilité. Du ressentiment. L'un des policiers, le plus jeune, posa la main sur son arme. L'autre, plus âgé, secoua la tête. « Partons, madame. Nous ne sommes pas les bienvenus ici. » Carmen trembla. Mais son entêtement était plus fort. Elle sortit son carnet, celui où elle avait retranscrit les notes de Miguel. « Je veux juste les noms, » dit-elle d'une voix tremblante. Les noms des enfants. Une femme sortit d'une cabane. Elle était âgée, voûtée. Son visage était sillonné de rides profondes. Elle s'approcha lentement. Elle regarda Carmen. Et pendant un instant, Carmen vit une lueur. Une supplication? De la douleur. « Les noms sont toujours les mêmes, » murmura la vieille femme. Juan et Lara, Matteo, Lazaro. Pourquoi voulez-vous d'autres noms si vous les connaissez déjà? Carmen se sentit prise de vertige. Le policier la prit par le bras. « Madame, ça suffit. Partons maintenant. » Alors qu'il s'éloignait, leur tournant le dos, Carmen sentit quelqu'un tirer sur sa jupe. Elle se retourna. C'était une petite fille. Elle avait environ 8 ans. Elle avait une fente labiale, et l'un de ses yeux était enfoncé. La petite fille ne dit rien. Elle lui tendit simplement la main. Dans sa paume, il y avait une petite figurine sculptée dans le bois. Un oiseau avec une aile cassée. Carmen la prit. La petite fille sourit. Un sourire tordu, triste. Puis elle courut se réfugier dans l'ombre. Carmen serra la figurine dans sa main pendant tout le trajet du retour. Le bois était chaud, et elle sentait le poids d'une âme. De retour dans leur camionnette, le silence était total. Les policiers regardèrent devant eux, la mâchoire serrée. Carmen regardait par la fenêtre comment la jungle les recrachait dans le monde normal. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. L'oiseau en bois était sur sa table de chevet, et chaque fois qu'elle le regardait,
elle avait l'impression qu'il la jugeait. Maintenant, écoutez attentivement. Car c'est là que l'histoire se déchire. C'est là que l'horreur cesse d'être un murmure et devient un cri sourd. Ce que Carmen et Miguel ne faisaient qu'intuiter, ce que les rumeurs osaient à peine nommer, c'était la loi fondamentale des Lopez. La loi qui les avait maintenus purs pendant 110 ans. Personne de l'extérieur ne pouvait entrer. Aucun sang neuf ne pouvait se mélanger. Pour survivre, pour protéger la lignée, le mandat du patriarche fondateur était absolu. Le sang devait rester dans le sang. Au début, c'étaient des cousins germains qui se mariaient entre eux, les enfants de ces mariages aussi. Mais le cercle était petit. Bientôt, il n'y eut plus de cousins. Alors, la loi se tordit un peu plus. Il n'avait pas plus de 10 ans. Il demeurait immobile, le haut du corps découvert. Son regard restait fixé, immuable. Et dans ses yeux, se devinait une maturité inhabituelle pour un enfant. Des yeux sans étonnement, sans peur, sans élan de découverte. Ce terme résonna alors dans l'esprit de Sofia. Un rituel macabre pour créer un nouveau membre du clan. Pour que le nom de famille Lopez ne disparaisse pas. Les conséquences ne tardèrent pas à apparaître. Écrites dans la chair, dans les os, dans les esprits. Des enfants naissaient avec 6 doigts à une main, ou avec les pieds tournés vers l'intérieur. Des bébés avec une tête trop grande ou trop petite. Des corps qui ne grandissaient pas. Des hommes de 30 ans ayant la taille d'un enfant de 12 ans. Des maladies que la science avait déjà oubliées. Le sang, à force de se répéter, était devenu un poison. Chaque nouvelle génération était un écho déformé de la précédente. Une photocopie de plus en plus floue. Et la douleur. Une douleur constante. La douleur des os qui se brisent tout seuls. La douleur des dents qui poussent de travers et pourrissent les gencives. Les convulsions au milieu de la nuit. Les cris étouffés avec des chiffons pour que les esprits de la jungle ne les entendent pas. Ils avaient leur propre rituel pour faire face à l'horreur. Lorsqu'un enfant naissait marqué, comme il disait, ils l'emmenaient à la rivière. La matriarche, la plus âgée, le tenait au-dessus des eaux troubles. Elle récitait des mots anciens. Si l'enfant pleurait fort, c'était considéré comme un signe qu'il se battrait pour vivre. Il le ramenait. Si l'enfant restait silencieux, si son corps était trop immobile, la matriarche le plongeait dans l'eau. Juste un instant. Parfois, l'enfant remontait à la surface. Parfois, non. La rivière emportait les secrets. Personne ne pleurait. C'était la volonté de la terre. C'était une forme de pitié, une pitié brutale, sauvage. Au milieu de cet enfer génétique, parfois, une anomalie surgissait. Une fille nommée Elara. Elle était née physiquement parfaite, et son esprit était une étincelle dans l'obscurité. Elle apprit à parler avec une clarté qui effrayait les autres. Elle posait des questions. Pourquoi le soleil s'en va-t-il ? Pourquoi mon frère ne peut-il pas marcher ? Qu'y a-t-il au-delà de la rivière ? Personne ne lui répondait. Les questions étaient une menace. Un jour, elle trouva le carnet que le médecin Miguel avait perdu tant d'années auparavant. Il était pourri, presque en lambeaux. Mais Lara, avec une patience infinie, déchiffra les dessins. Les lettres. Elle vit le dessin d'une voiture, d'une maison avec des fenêtres en verre, et elle comprit. Elle comprit qu'il existait un autre monde. Un jour, alors qu'elle avait 14 ans, elle tenta de s'échapper. Elle arriva jusqu'à la rive de la rivière. Mais son propre père la trouva. Il ne la frappa pas. Il ne lui cria pas dessus. Il la prit simplement par le bras et la ramena dans la clairière.
il la fit asseoir devant la matriarche. La vieille femme la regarda de ses yeux laiteux et lui dit « La curiosité est un poison, mon enfant, le même poison que celui apporté par l'étranger. Dehors, il n'y a que la mort, la trahison, l'oubli. Ici, nous sommes les Lopez. Et c'est tout ce qui compte. » Cette nuit-là, pour la rattacher à la lignée, ils la livrèrent à son frère aîné. Et Lara ne cria pas. Elle ferma simplement les yeux. Et l'étincelle en elle s'éteignit à jamais. D'où venait toute cette haine du monde extérieur? Pourquoi avait-il choisi une prison de sang plutôt que la liberté? Pour le comprendre, il faut remonter plus loin dans le temps. 110 ans en arrière, à l'origine. Le fondateur n'était pas un fou. C'était un homme brisé, Ignacio Lopez. C'était en 1910, à l'aube de la Révolution. Ignacio n'était pas un paysan pauvre. Il était propriétaire d'une terre fertile, héritée. Une terre convoitée par un cacique local, allié du gouvernement de Diaz. D'abord, ils lui ont proposé de l'argent. Ignacio a refusé. Puis, ils l'ont menacé. Ignacio est resté ferme. Une nuit, les hommes du cacique sont arrivés. Ils n'étaient pas venus pour discuter. Ils ont brûlé sa maison. Ils ont tué sa femme, ses 2 fils aînés. Ils ont laissé Ignacio pour mort, avec un coup de machette dans le dos. Mais il a survécu. Rampé, le corps et l'âme brisés, il a rassemblé ses 3 jeunes enfants restants. Et il s'est enfui. Il s'est enfui là où personne ne pourrait le trouver. Au plus profond de la jungle. Là, près de la rivière Chacamax, avec le goût de cendre et de sang dans la bouche, il a fait un serment. Un pacte de sang avec ses enfants. Le monde extérieur est un mensonge, leur a-t-il dit. Ses lois, son gouvernement, son Dieu, tout n'est que trahison. Nous sommes les seuls à pouvoir compter les uns sur les autres. Notre sang est la seule chose réelle. Nous ne ferons plus jamais confiance à un étranger. Nous ne nous mélangerons plus jamais à leur poison. Nous protégerons cette lignée, même si c'est la dernière chose que nous faisons. Ce serment devint loi, une religion. Les premières années furent consacrées à la survie. Chasse, pêche, construction. Mais lorsque ses enfants grandirent, la question se posa. Et maintenant? Ignacio, prisonnier de son propre traumatisme, dicta la solution. Ses enfants se marieraient entre eux. Ce fut le premier nœud, le premier tour de la corde, la première pierre d'une cathédrale d'horreur construite sur des fondations de douleur. Ignacio mourut vieux, aveugle, répétant sans cesse le même serment. Et ses descendants le respectèrent, à la lettre. Génération après génération, ils oublièrent ce pourquoi ils le faisaient. Ils savaient seulement qu'ils devaient le faire. Le commandement était plus fort que la raison, plus fort que l'amour, plus fort que la vie elle-même. Revenons maintenant à Carmen, à son bureau, à l'oiseau en bois à l'aile cassée. Carmen n'a pas abandonné. C'était une femme de système et elle croyait naïvement que le système pouvait fonctionner. Elle a rassemblé tout ce qu'elle avait, ses notes, les copies du carnet de Miguel, les témoignages des policiers qui l'avaient accompagnée. La petite figurine en bois. Elle emballait tout et demandait une réunion avec son supérieur direct, le délégué régional de l'état civil. L'homme, un bureaucrate à la moustache grise et au regard fatigué, l'écoutait sans l'interrompre. Il regardait par-dessus l'épaule de Carmen un match de football sur un petit téléviseur posé sur son classeur. Lorsque Carmen eut terminé, la voix chargée d'urgence, l'homme soupira. Un long soupir, lourd, le son de l'agacement. « Écoutez, Madame Mendoza, » dit-il en ajustant ses lunettes. « J'apprécie votre initiative.
Mais cela dépasse largement nos fonctions. Nous comptons les gens, nous ne les sauvons pas. De plus, ajouta-t-il en baissant la voix, cette zone a toujours été un problème. Il vaut mieux ne pas s'en mêler, ne pas agiter le nid de guêpe. Carmen sentit un nœud glacé se former dans son estomac. Mais ce sont des êtres humains, insista-t-elle. Il y a des enfants malades. Ils sont pris au piège. Le supérieur prit un tampon, l'encrassa avec parcimonie et l'apposa sur un document sans rapport avec la conversation. Le bruit sourd du tampon fut comme une gifle pour Carmen. Madame Mendoza, si vous pensez vraiment qu'il y a un délit, il s'agit d'un cas de personne disparue ou privée de liberté. Cela relève d'une autre autorité, du ministère public. Il se pencha en avant. Son haleine sentait le café rassis. Si vous voulez continuer, allez les voir. Remplissez le formulaire 2B. Déclaration des faits. Mais ici, dans ce bureau, cette affaire est close. Carmen resta paralysée. Formulaire 2B. Ces mots résonnaient dans sa tête. Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer l'horreur dans des dossiers, à la trier, à l'archiver jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. Elle sortit du bureau. Le couloir sentait le chlore et le désespoir. Ses mains tremblaient. Pas de peur, de rage. Une rage froide, impuissante. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle se rendit au ministère public. Elle attendit 3 heures sur un banc en plastique. Finalement, une jeune secrétaire aux ongles parfaitement vernis la reçut. Carmen lui expliqua son histoire. La secrétaire l'écoutait tout en tapant sur son ordinateur, organisant un pari sur la Coupe du Monde avec ses collègues via le chat. Ah oui. Inceste, jungle. Pas d'enregistrement, répétait-elle sans la regarder. Voici le formulaire 2B, dit-elle finalement en lui glissant une pile de papier à travers la fenêtre. Remplissez tous les champs. Soyez précise. Nom, date, lieu. Nous avons besoin de preuves. Sans preuves, ce ne sont que des ragots. J'ai des preuves, s'exclama Carmen en montrant son dossier. La secrétaire leva les yeux pour la première fois. Son regard était vide. C'est l'agent qui en décidera, madame. Une fois qu'il aura examiné votre demande. Le délai d'attente est de 6 à 8 mois. Nous avons beaucoup de retard. 6 à 8 mois. Carmen eut l'impression de manquer d'air. Elle sortit et s'assit sur le trottoir. Le soleil lui brûlait le visage. Elle pleura. Elle pleura pour la petite fille à la lèvre fendue, pour Elara, pour les bébés de la rivière. Et elle pleura pour elle-même, pour sa stupidité à croire que quelqu'un s'en soucierait. Le système n'était pas une machine de justice. C'était un mur. Un mur fait d'indifférence, de formalités absurdes, de fonctionnaires qui n'attendaient que l'heure de la sortie. Malgré tout, elle remplit ce maudit formulaire. Elle passa 1 semaine à écrire, à joindre des copies, à détailler chaque murmure, chaque regard, chaque élément de preuve. Elle le remit. On lui donna un numéro de dossier. Un bout de papier avec un tampon. La promesse que l'affaire serait suivie. 6 mois passèrent. 8. 1 année. Carmen appelait chaque semaine. Votre dossier est en cours d'examen. L'agent chargé de l'affaire est en vacances. Le dossier a été égaré, nous le recherchons. Veuillez cesser d'appeler. Nous vous contacterons. Ils ne l'ont jamais contacté. Un jour, Carmen est retournée au bureau du ministère public. Son dossier se trouvait dans une pile de classeurs qui atteignait le plafond. Une tour de Babel de tragédies oubliées, recouverte de poussière. Et sur la couverture,
écrit au crayon rouge, un seul mot, irrecevable. Carmen sentit le goût métallique de l'échec dans sa bouche. Elle sentit le froid des murs de ce bureau dans ses os. Elle fit demi-tour. Et cette fois, elle abandonna. Le système avait gagné. Le silence avait gagné. Et qu'est-il arrivé au Lopez? La vie, ou cette imitation de vie, a continué. Le cercle est devenu de plus en plus petit. Les corps, plus fragiles. Les esprits, plus opaques. Le souvenir du monde extérieur s'est complètement effacé. Il ne parlait plus du poison de l'extérieur. Il ne parlait tout simplement plus de rien qui se trouvait au-delà des arbres. Le monde se résumait à cette clairière, à cette rivière, à ces cabanes. En 2012, une ONG internationale, alertée par un ancien rapport mentionnant les notes de Miguel, a tenté de les contacter. Elle est arrivée avec des médecins, des psychologues, des denrées non périssables. Elle est arrivée avec l'arrogance de l'aide humanitaire. Il lui a fallu 1 semaine pour trouver l'endroit. À son arrivée, la clairière était silencieuse. Personne n'est venu les accueillir. Ils ont laissé les caisses de nourriture au milieu de la clairière. Le chef de l'expédition, un Français à la barbe grise, a essayé de parler en espagnol. « Bonjour. Nous ne sommes pas venus pour faire du mal. Nous voulons aider. » Silence. Après 1 heure d'attente, un enfant est sorti des arbres. Ce n'était pas le même enfant que Miguel avait vu. Mais il avait les mêmes yeux. L'enfant s'est approché. Il n'a pas regardé la nourriture. Il n'a pas regardé les étrangers. Il a simplement déposé une pierre plate sur le sol. Sur la pierre, quelqu'un avait dessiné au charbon une seule figure. Un serpent qui se mordait la queue. L'Ouroboros. Le cycle sans fin. Le message était sans équivoque. Laissez-nous dans notre cercle. L'expédition s'est retirée. Dans leur rapport officiel, ils écrivirent « La communauté refuse tout contact. Elle présente les signes d'un système social fermé et autosuffisant. Aucun signe de coercition ou de danger imminent n'a été observé. Des mots clairs, techniques, des mots qui lavent la conscience. Le dernier écho des Lopez dans le monde officiel fut ce rapport. Archivé, oublié, et puis la fin, ou ce que nous pensons être la fin. Il y a 5 ans, une nuit d'orage sec d'été. Un éclair, un seul, précis. Il s'est abattu sur le plus vieil arbre de la clairière, un ceibo sec que les Lopez considéraient comme sacré. Le bois, desséché par des années de soleil, a brûlé comme une torche. Le feu s'est propagé aux huttes, toits de palmes sèches, les murs de boue et de paille. Tout a brûlé. Dans le village le plus proche, à des kilomètres de là, ils ont vu la lueur rouge dans le ciel. C'est la jungle, ont-ils dit. Ce sont les Lopez. Tant pis pour eux et leurs affaires. Personne n'a appelé les pompiers. Personne n'a formé de brigade. Ils ont juste regardé le feu au loin, comme on regarde un feu d'artifice. Le lendemain, alors que la fumée s'élevait encore, un hélicoptère de l'armée effectuant une patrouille de routine a survolé la zone. Le pilote a rapporté ce qu'il avait vu. Un cercle noir au milieu du vert, des cendres et des silhouettes. J'observe 4, non, 5 corps carbonisés, a-t-il déclaré par radio. Petits, comme des poupées brûlées. L'un semble enlacer un autre, plus petit. La base lui a demandé s'il devait atterrir. Il y a eu une pause. Négatif, a répondu le pilote. Il n'y a rien à faire ici. Et l'hélicoptère a poursuivi sa route. Aucune enquête officielle n'a été ouverte sur l'incendie. Aucune expertise n'a été réalisée. Personne n'est venu récupérer les corps. Les Lopez, qui avaient vécu comme s'ils n'existaient pas pour le monde,
sont morts de la même manière. Sont-ils tous morts? Personne ne le sait. Peut-être que certains se sont enfuis au plus profond de la jungle. Peut-être qu'en ce moment même, une poignée de survivants tente de construire une nouvelle hutte. Peut-être qu'un nouveau patriarche fait prêter le même serment à une nouvelle génération d'enfants aux yeux vides. Peut-être que le serpent a simplement changé d'endroit pour continuer à se mordre la queue. Nous ne le saurons jamais. Car pour le savoir, il faudrait que quelqu'un se donne la peine de chercher. Et personne ne s'en soucie suffisamment pour le faire. L'histoire des Lopez est celle d'un échec. L'échec d'une famille, prisonnière du poison de son propre passé. Et l'échec de nous tous. D'un système qui préfère archiver l'horreur plutôt que d'y faire face. D'une société qui a appris à détourner le regard. Aujourd'hui, cette clairière dans la jungle n'est plus qu'une cicatrice noire sur la terre. Les pluies ont commencé à laver les cendres. La végétation reprend lentement possession de son territoire. Dans quelques années, il ne restera plus rien. Seulement le silence et cette histoire. Un murmure qui refuse de mourir. Je suis Padre del Valle. Un rendez-vous dans la prochaine Realidad Mexico. N'oubliez pas. Jamais. Un murmure qui refuse de mourir. Je suis Padre del Valle. Un rendez-vous dans la prochaine Realidad Mexico. N'oubliez pas. Jamais.